tout à l'heure par les étudiants du salon, que je remercie parce qu'ils vont animer cette soirée. C'est une soirée qu'on a co-organisée, donc le Centre Society and Organizations et le salon. Depuis plusieurs mois, on y travaille. Et c'est une soirée pour nous qui fait aussi partie d'un cycle de conférences proposé aux étudiants de première année d'HEC, les L3, et qui porte en priorité sur le sujet de la transition écologique. Et ce sujet de la transition écologique, c'est un sujet qui est, comme vous le savez, sans doute pour la plupart d'entre vous, avec la transition sociale, parce que tout est lié, évidemment, au cœur des préoccupations de notre centre, au cœur de la stratégie en fait, que nous sommes en train de redéfinir avec HEC, voilà, pour pousser la recherche sur ces sujets, pour pousser l'éducation également, changer la manière d'enseigner le business et vraiment prendre en compte ces perspectives environnementales et sociales, explorer au travers de la recherche et l'enseignement, voilà, comment découpler la création de richesses économiques de la consommation de ressources, de la pression sur le climat, et puis également en créant un impact positif sur les hommes et les femmes. Voilà. Donc tout ça, voilà, ce sont des sujets évidemment éminemment complexes, comme vous le montrez très bien dans votre livre, Guillaume, éminemment stratégiques et éminemment complexes, comme vous le montrez dans votre livre, que nous allons être heureux de découvrir ensemble. Alors, je le connais déjà parce qu'il m'a passionné il y a quelques mois. Au passage, je fais une petite pub. Le livre vient de sortir en format poche, donc n'hésitez pas à l'acquérir après la conférence un peu plus tard. Malheureusement, on n'en a pas sur place. Je passe la parole à Sébastien et Marion donc, du salon. Sébastien, qui va présenter Guillaume. C'est bon, j'ai le micro. Merci beaucoup Bénédicte. On est ravis donc avec toute l'équipe du salon d'accueillir Guillaume Pitron ce soir, que nous remercions vivement d'être venu. Nous vous remercions également pour votre présence et votre accueil chaleureux. Nous allons aujourd'hui donc échanger autour de cette question des métaux rares en tant que face cachée de la transition verte. Nous sommes ravis de le faire en partenariat avec le Centre Society and Organizations qui cherche à pousser au sein d'HEC ces thématiques, qu'elles soient autour du développement économique, mais aussi des enjeux environnementaux et sociaux. Tout d'abord, Guillaume Pitron, nous vous avons rencontré, nous avons eu cette chance, à l'occasion de la remise de notre prix littéraire que vous avez reçu l'an dernier, que nous remettons en partenariat avec la Fondation Manpower. Et vous avez donc reçu à la fois le prix des élèves, mais aussi le prix HEC Paris Manpower Group. Votre livre, couronné de tous les lauréats et de tous les prix presque, prix du livre d'économie, prix du livre géopolitique des prépas, qui ne doit pas être si loin pour vous, et évidemment reçu par les médias avec beaucoup d'étonnement face à cette question qui était finalement peu traitée, et beaucoup également d'émerveillement face au sujet qui était très bien abordé. Vous êtes un spécialiste de la géopolitique des matières premières et notamment journaliste et réalisateur. Et c'est donc pour nous une chance ce soir d'avoir une telle présentation et un tel regard sur la transition écologique, puisque nous avons l'habitude d'entendre parler de cette transition verte à travers laquelle les énergies renouvelables finalement changeraient le monde et feraient en sorte que nous réussirions à sauver la planète, alors que finalement, quand on plonge dans la complexité des métaux rares, notamment quand on va faire un tour en Chine, ce que vous avez fait, on se rend compte que c'est pas si propre que ça. Ainsi, pour faire du propre, il faudrait faire du sale, et c'est tout de suite avec Guillaume Pitron. Merci. Il y a toujours un truc avec la technique. Bon. On va faire comme si on ne voyait rien. Merci beaucoup, Sébastien, de m'avoir
présenter rapidement et vous avez dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas répéter un certain nombre d'informations que vous avez indiquées en introduction, notamment le fait que je suis ravi d'être parmi vous parce que vous m'avez honoré de 2 prix l'année dernière pour ce livre qui s'appelle La guerre des métaux rares. Je suis journaliste, je suis réalisateur, j'ai 39 ans, j'ai fait des études de droit en France, aux États-Unis, et je m'intéresse beaucoup aux matières premières. Et ces matières premières vont être au cœur de nos discussions. Et vous allez aussi comprendre, vous le saviez déjà, mais vous allez être conforté dans ces convictions, que lorsque on parle de commerce, d'économie, on ne peut encore moins aujourd'hui découpler ces sujets économiques-là de toutes les implications écologiques, de tous les défis écologiques qu'ils charrient, qu'ils génèrent. Et donc, c'est une vision un peu transversale que je vais essayer de développer avec vous ce soir, où l'écologie, l'économie, la technologie, la géopolitique s'imbriquent, et c'est cette approche transversale qui permet de comprendre les questions que vous posez au quotidien dans vos études, qui permettent d'appréhender ces questions économiques avec un spectre plus large et une plus grande richesse d'analyse, je pense. Je m'intéresse aux matières premières et donc aux métaux rares depuis une dizaine d'années. Et j'ai pas mal voyagé sur le terrain pour écrire ce livre, dans plusieurs continents, dans une douzaine de pays, avec toujours une question en tête, une question qui me taraude toujours un peu, parce que j'ai pas forcément bien la réponse, et je vous la pose, par quelle ressource est-ce qu'on va bien pouvoir remplacer le pétrole? Et cette question, elle est fondamentale, parce que nous vivons une transition, ça c'est le bouquin, une transition énergétique et écologique qui a connu un formidable coup d'accélérateur en 2015, vous en rappelez, avec la signature des accords de Paris, la fameuse COP 21. Et ces accords de Paris, ils partent du constat indiscutable que la Terre, que le climat se réchauffe, que l'homme a une très large part de responsabilité dans ce réchauffement climatique. Et si l'on veut essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, il va falloir qu'on réduise drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont générées, comme vous le savez, par les ressources fossiles que l'on brûle, charbon, pétrole, et il faudrait peut-être passer à d'autres technologies qu'on appelle vertes, comme les éoliennes, comme les panneaux solaires, comme les voitures électriques. Et cet âge plus vert promet d'être plus durable, et c'est aussi un âge post-pétrole qui promet d'être peut-être plus solidaire, plus apaisé d'un point de vue géopolitique, puisqu'il ne faudra pas courir après quelques pétromonarchies du Golfe pour aller s'approvisionner avec ce pétrole si stratégique. Simplement, toute transition énergétique dans l'histoire, qui est aussi une transition industrielle, a besoin d'une ressource particulière pour devenir réalité. Première transition énergétique de l'histoire, première révolution industrielle, 18-19e siècle, on lance à grande échelle, on multiplie les machines à vapeur. Simplement, pour faire fonctionner une machine à vapeur, il faut du charbon. Et puis, au XXe siècle, on fait mieux que la machine à vapeur, on invente le moteur à combustion interne, ce moteur qui sort notamment des voitures, des Ford T, de la marque Ford à Détroit en 1908, l'usine de Piquet, et pour cela, il ne faut plus du charbon, mais dans le réservoir, il faut du pétrole. Et puis nous basculons dans cet âge merveilleux de technologies vertes, durables, qui nous promettent beaucoup de bonnes choses d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, des emplois verts, d'un point de vue géopolitique. Peut-être qu'effectivement, comme je vous le disais, les équilibres géopolitiques post-pétrole promettent d'avoir un monde un peu moins sous tension, puisqu'on aura en proportion de nos besoins moins besoin de pétrole. Simplement, pour ces technologies-là, il faut des métaux. Et il faut beaucoup de métaux pour fabriquer des technologies vertes. Des métaux abondants, le fer, le cuivre, le magnésium, l'aluminium, le zinc, sont des métaux dits abondants et qui rentrent dans de grandes proportions dans ces technologies dites vertes et bas carbone. Et puis vous trouvez également dans ces technologies des métaux dont on parle très peu, et pour certaines d'entre vous, ça va être la première fois que vous entendez ces mots-là, des métaux rares. Dits rares parce que c'est des métaux qui sont beaucoup plus rares dans l'écorce terrestre que les métaux abondants. Ils sont 1000, 2000, 3000 fois plus rares. Et donc on les appelle rares, même s'ils ne sont pas vraiment rares, mais on pourra y revenir. Ces métaux sont dits stratégiques, ils ont des applications stratégiques. Ces métaux sont dits critiques parce qu'il y a une tension entre l'offre et la demande du fait de leur rareté géologique relative qui peut amener à des situations de pénurie. Et
tous les 3 ans, depuis 2011, la Commission européenne nous informe qu'il y a un certain nombre de métaux dits critiques, donc qui sont pour la majorité d'entre eux à la fois stratégiques et rares. Et ces métaux critiques, on découvre leur existence en 2011 lorsque la Commission européenne dresse une première liste. Et c'est ainsi que je vous présente officiellement cette étonnante galaxie des métaux rares avec des mots souvent que vous ne connaissez pas, comme l'antimoine, le beryllium, cobalt un peu plus connu, platinoïde, les terres rares, qui est une classe de métaux rares et qui se subdivise en une quinzaine de métaux, comme l'europium, le samarium, le néodyme. 2014, la Commission européenne se remet à l'ouvrage, réédite cette liste de métaux dits critiques, et c'est ainsi qu'on voit apparaître d'autres métaux et minerais, et notamment par exemple du silicium, qui n'est pas du tout rare. Le silicium, c'est du sable, c'est très présent dans l'écorce terrestre, mais pour faire du silicium métal, c'est un processus industriel très long, très complexe, très énergivore, et il n'y a pas forcément suffisamment d'outils industriels pour répondre à la demande de silicium, sachant que le silicium, il en faut pour les panneaux solaires. Et donc pour ceci, ces métaux sont également, même le silicium, ces minerais, peuvent être considérés comme critiques. 2017, on continue, toujours plus de matières premières. On commence à regarder d'ailleurs, intéressant, des matières premières agricoles. Le caoutchouc peut être critique, étonnant, moi-même je ne le savais pas. Et en 2018, les Américains également s'y mettent, et on voit apparaître en 2018 dans la liste des Critical Minerals aux États-Unis, eh bien, d'autres métaux qui n'apparaissaient pas comme rares pour la Commission européenne, mais les Américains ont leurs propres besoins spécifiques et leurs propres tensions, et on y voit notamment le lithium pour les batteries de voitures électriques, ou bien l'étain pour les téléphones portables. Il n'y a pas de transition verte sans métaux et sans métaux rares. Ces métaux ont des propriétés exceptionnels, chimiques exceptionnels. Ils sont recherchés parce que pour une masse extrêmement limitée dans une technologie, eh bien, ils permettent d'avoir une puissance qui permet de rendre cette technologie beaucoup plus efficiente, 5, 10, 15, 20 fois plus efficiente que si on avait recours à un vulgaire métal de base. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez par exemple une voiture électrique, qui est un peu l'emblème des technologies vertes, cette voiture contient des métaux abondants, le cuivre, l'aluminium, magnésium, mais elle contient ces fameux métaux rares. Le lithium est considéré comme rare, le cobalt également. La batterie occupe tout le fond du véhicule et il faut ces métaux, notamment le lithium qui est très léger, pour fabriquer cette batterie qui est un petit peu qui remplace le réservoir à essence. Et le lithium est recherché pour faire des batteries les plus légères possibles. Et les batteries, comme vous le savez, l'idée c'est qu'elles soient toujours en autonomie. Le moteur de la plupart des voitures électriques, il y a quelques exceptions, mais le moteur est composé d'un aimant. Et c'est un aimant qui est fait à base de dysprosium et de néodyme, surtout du néodyme. Et pareil, ce sont des métaux rares. Et ce moteur à aimant permanent, c'est la spécificité de la voiture électrique. Le moteur n'est pas un moteur à aimant permanent, c'est un moteur à piston classique pour la voiture thermique. Comprenez bien que la transition énergétique est aussi une transition numérique. La fameuse Smart City, le fameux Smart Grid, ce compteur Linky ou ce compteur Gaspard qui aujourd'hui est installé dans nos foyers, ce sont des outils numériques qui permettent de faire de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que ça permet de mieux allouer l'électricité produite dans les réseaux, de mieux l'allouer à travers les réseaux pour qu'elle arrive au bon endroit au bon moment. Et grâce à ça, on peut faire des économies d'électricité. Et donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, on pense de plus en plus à coupler ces technologies-là et à coupler les technologies vertes avec des algorithmes, avec des technologies numériques pour améliorer, accélérer cette transition énergétique. Et quitte à vous parler de technologies numériques et de métaux rares, parlons de ce que vous avez dans la poche. Parce que vous avez tous des métaux rares sur vous, dans votre téléphone portable. Vous avez plein de métaux dans les téléphones portables, mais il y en a 2 rares que vous avez en particulier, c'est notamment le néodyme. Et le néodyme, il est nécessaire parce qu'il intervient dans l'aimant de votre téléphone portable. L'aimant, c'est ce qui vibre quand votre téléphone portable est sur mode vibreur. Et cet aimant est tout petit, et il est fait notamment à partir de néodyme. Et l'aimant serait beaucoup plus gros si ce n'était pas du néodyme, et vos téléphones beaucoup plus gros. Et il y a un autre métal rare que j'aime bien, c'est l'indium. L'indium qui recouvre sous forme d'oxyde, sous forme de poudre, la surface de vos écrans, et c'est ce qui fait que vos écrans sont tactiles. Et personne n'imaginerait de revenir à l'âge d'avant les écrans tactiles. Moi, je l'ai vécu, pas vous, et je peux vous dire que c'était le Jurassique. Et ça, vous n'avez pas envie de dire le Jurassique, c'est vachement mieux de pouvoir envoyer des SMS directement sur les écrans tactiles. Donc vous voyez, vous êtes entouré de métaux rares, en des proportions extrêmement infimes. Vous ne vous en rendez pas compte, personne n'a démonté son téléphone, et pourtant, ces métaux,
ils sont indispensables à votre vie quotidienne. Et vous ne le savez pas. Il en faut de plus en plus. Vous voyez, entre le bon vieux téléphone des années 50, celui des années 80, le GSM qui faisait la taille d'une brique, et celui d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléments de la table de Mendeleïev qui sont mobilisés pour fabriquer des technologies numériques plus complexes, qui servent pas seulement à téléphoner d'ailleurs. Les téléphones aujourd'hui ont diverses applications, c'est ce qui explique aussi qu'ils soient plus complexes. Ces éléments de la table de Mendeleïev, et notamment des minerais et des métaux, on les met dans le téléphone, on les mélange, on fait des alliages, et ça augmente les propriétés de la matière. Et si les technologies numériques sont plus complexes avec le temps, eh bien, ça vaut aussi pour les technologies vertes. Et si vous regardez ces technologies vertes telles qu'elles ont évolué depuis, la technologie tout court de l'énergie, pardon, telles qu'elles ont évolué depuis 2 ou 3 siècles, 4 siècles, vous voyez qu'il y a une complexification à mesure que nous progressons, et une complexification des technologies jusqu'aux technologies vertes actuelles, qui sont plus complexes parce qu'elles sont faites de davantage d'éléments et toujours plus mélangés les uns aux autres. Et donc il faut une plus grande variété de métaux, et il en faut en plus grande quantité. Il faut beaucoup plus de métaux pour fabriquer les technologies vertes par rapport aux technologies de l'âge thermo-industriel. Et ce que vous voyez, ce sont les chiffres de multiplication de production de métaux qui sont attendus pour fabriquer des voitures électriques d'ici 2030 par rapport à 2017. 2017, 2 millions de voitures électriques dans le monde, 2030, 150, 200 millions. Et donc l'industrie de l'électromobilité sait déjà que pour fabriquer toutes ces voitures, il va falloir qu'elle multiplie ses besoins en différentes matières premières minérales vont être multipliés pour fabriquer ces nouvelles voitures électriques. Et ainsi, on peut déjà conjecturer que l'industrie de l'électromobilité va avoir besoin de nickel, d'aluminium, de cuivre, de lithium, de manganèse, en des quantités beaucoup plus importantes. Donc vous voyez un petit peu le contexte, enfin la question. On veut essayer de moins dépendre du pétrole, et c'est une très bonne chose, mais d'un autre côté, on remplace ce réservoir à essence par autre chose. On le remplace par ces fameuses batteries qui contiennent ces minerais, et en fait, on déplace le problème, puisqu'en fait, nous essayons de nous désaccoutumer à ces matières premières fossiles, mais nous les remplaçons par une autre accoutumance à des métaux rares. C'est un peu comme si je suis cocaïnomane et je me dis je vais essayer de faire une cure, je vais m'arrêter et je vais remplacer la cocaïne par de l'héroïne. C'est un petit peu ça. Nous allons avoir besoin d'énormément de minerais pour compenser finalement cette moindre consommation de pétrole. Et donc nous basculons d'une dépendance à une autre. Alors, vous comprenez que cet âge de métaux rares et cet âge de métal dans lequel on arrive, ce siècle de métal, c'est un siècle qui permet cette transition énergétique. Et pourtant, le mot métal, le mot minerai, le mot ressources minérales, ces mots-là ne sont pas prononcés une seule fois dans les 29-30 pages de l'accord de Paris. Et moi, je suis journaliste, et je me suis posé ces questions pendant ces années, et ces questions, je vous les soumets également. Très bien pour faire cette transition verte, très bien pour permettre, grâce à ces ressources, compte tenu de leurs propriétés chimiques, d'accélérer cette transition verte, mais ces métaux rares, on va aller les chercher où? Et est-ce qu'il va y avoir un coût environnemental, social, humain, sanitaire, pour sécuriser l'accès à ces métaux, pour les extraire, pour les raffiner, pour les truffer dans les technologies vertes? Est-ce que des États pourraient tenir le marché de ces métaux au XXIe siècle de la même façon que l'Arabie saoudite a pu, grâce à son leadership sur le pétrole au XXe siècle, en tirer un avantage économique que l'on sait, avec les conséquences géopolitiques que l'on sait? Est-ce que dans un monde sous tension, où nous serons demain 8, 9, 10, 11 milliards, avec une classe moyenne venue des pays émergents qui va être toujours plus avide de consommation, est-ce que dans ce monde sous tension, il pourrait y avoir des risques de pénurie d'approvisionnement et peut-être des guerres qui pourraient se déclencher parce que certains États voudront sécuriser les approvisionnements de ces métaux rares avant le voisin, de sorte que nous puissions jouir de toutes ces technologies d'énergie et ces technologies matérielles. Et si on regarde la transition énergétique, et si on regarde cette transition numérique qui vient accélérer la transition énergétique sous l'angle de ces ressources, sans lesquelles ce monde vert, ce monde dématérialisé n'existerait pas, eh bien en fait c'est un tout autre paysage de cette transition, très loin des discours marketing, très loin des discours des industriels, très loin des discours des politiques qui s'offrent à nos yeux, et c'est de cette contre-histoire, c'est de ce miroir inversé dont je voudrais vous parler, et pour vous en parler, je vous emmène voyager. Et je vous emmène là.
Et là, c'est plus précisément dans la province de Heilongjiang, dans la ville de Liumao, au fin fond de l'Heilongjiang, à la frontière avec la Russie, que je me trouve, il y a quelques mois de cela, en avril, parce que je réalise le documentaire du livre pour la chaîne Arte, ce sera diffusé l'année prochaine. Et donc je vous demande de ne pas prendre de photos des images que vous voyez là, parce que c'est des captures d'écran de vidéos qui vont être diffusées l'année prochaine. Et donc je vous les réserve à vous, mais il ne faut pas qu'elles soient sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que l'on voit lorsque l'on est dans les mines de graphite, qui est un minerai dont on a besoin dans les batteries de voitures électriques, il en faut 50 kg. Comment est-ce qu'on extrait du graphite dans la province de Heilongjiang, qui est la principale zone d'extraction de graphite de la planète? Eh bien, une mine, ça ressemble à ça. Donc c'est une photo prise au drone, c'est une capture d'écran. Que voit-on? On voit une mine. Mais comme vous savez, nous n'avons pas forcément l'habitude de voir ce type de paysage en France. Il y a des carrières en France, mais pas de mines. Ces paysages nous sont un petit peu souvent étrangers. Voilà à quoi ressemble une mine dans laquelle on extrait la roche qui permet ensuite, une fois raffinée, de faire du graphite, avec notamment cette nappe phréatique que vous voyez en fait apparaître parce qu'ils ont creusé sous la nappe phréatique, et puis ces espèces de tentacules, ces chemins vers lesquels qu'empruntent des camions pour transporter la matière vers les usines. Vous avez également des paysages comme ceci, avec en fait des rebuts d'industrie minière et métallurgique qui sont directement déversés dans les campagnes. On y voit des hommes qui travaillent. Alors on ne peut pas les approcher, je filme de manière clandestine, et je ne suis pas habillé comme ça pour être en Chine, et je n'ai pas dit aux douaniers en arrivant à Pékin que j'allais me rendre dans les mines de graphite, donc on a du mal à les approcher. Ce que l'on voit quand même, c'est des hommes qui travaillent complètement couverts. Pourquoi? Parce que le graphite, c'est une poudre, comme celle-ci, qui recouvre les mains, j'espère que vous voyez bien parce que c'est un peu noir sur noir, et c'est une poudre en fait qui pénètre tous les pores de la peau si jamais vous ne vous protégez pas, et si vous respirez cette poudre-là, vous êtes susceptible d'avoir un certain nombre de maladies, et les poumons deviennent de la pierre, comme disent ces hommes qui travaillent dans les usines. On a pu rentrer dans les usines, et donc vous avez une situation environnementale et sanitaire qui n'est pas chiffrée, mais dont on devine quand on en parle avec les gens et avec leur ressenti subjectif que c'est une situation sanitaire et écologique qui est particulièrement difficile et pénible pour eux. Et puis vous avez ces sacs de graphite qui sont prêts ensuite, une fois le graphite raffiné et stocké dans des sacs de 25 kg, qui sont prêts à partir vers les 4 coins du monde. À la même période, je me trouve là, à Baotou, qui est la capitale économique de la Mongolie intérieure. Et à Baotou, on raffine, et on extrait et on raffine des terres rares. C'est le fameux néodyme que vous avez dans votre téléphone portable. Le néodyme est une terre rare. Et comment ça se passe le raffinage de néodyme là-bas? Comment ça se passe le raffinage des terres rares? Eh bien, ce sont des immenses usines, paysages dont on n'est pas forcément habitué lorsqu'on vit en France, peut-être autour de l'étang de Berre, mais sinon c'est des paysages qu'on ne voit pas habituellement, de ces gigantesques usines de raffinage qui permettent de transformer le minerai en métal. Et c'est un processus qui consomme beaucoup d'eau. Et l'eau, pendant le processus, se charge en produits chimiques, elle se charge en rebuts, en métaux lourds, et l'eau qui sort de ces usines-là, une fois qu'elle a servi à raffiner les terres rares, il faut la traiter. Mais nous sommes en Chine, et en Chine, le traitement, ça ressemble plutôt à ça. Il n'y a pas de traitement. En fait, on rejette directement l'eau dans des lacs de rejet toxiques. L'eau est déversée sans arrêt, elle pénètre les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques de ce lac artificiel rejoignent les nappes phréatiques du fleuve Jaune qui est juste attenant. Les gens autour vous parlent de cancer, vous parlent de maladies des os de verre, etc., etc. C'est totalement apocalyptique là-bas. C'est vraiment apocalyptique. C'est extrêmement impressionnant d'être là-bas. Je n'ai pas eu souvenir souvent dans mes précédents voyages, et ça fait quand même une dizaine d'années que je voyage pour ce métier, souvenir d'avoir eu des images aussi impressionnantes, des images de pollution aussi impressionnantes que précisément à Baotou. Donc voici un petit peu pour le tableau de l'extraction de ces minerais, sans lesquels, je vous rappelle, il n'y a pas de technologie verte. On veut tous éviter ça. On veut tous éviter... pardon, excusez-moi. Ça, c'est... pardon, j'ai sauté une slide. Il ne faut pas oublier que dans le processus de raffinage et tout processus industriel, on a besoin d'électricité. Et l'électricité en Chine, elle est produite à 72% à partir du charbon et du pétrole. Et donc ce processus-là génère naturellement du CO2 parce que ça fait intervenir des centrales électriques à base qui fonctionnent avec du charbon. Donc cette image n'est pas la mienne, mais elle vous dit que dans ce processus industriel, il y a nécessairement des rejets de gaz à effet de serre et on veut tous
éviter ça, c'est-à-dire qu'en fin de vie, ces technologies se retrouvent au fin fond de l'Afrique où des petits-enfants vont chercher des petits morceaux de métal dans des écrans cathodiques ou des vieux téléphones portables pour les revendre sur le marché noir. Et pour éviter ça, il faut recycler. Et il faut qu'un téléphone portable serve à produire un autre téléphone portable. Et il faut qu'un panneau solaire serve à fabriquer un autre panneau solaire. Et comme je vous ai dit, recycler, ces technologies contiennent des métaux qui sont mélangés, qui sont alliés les uns aux autres dans des alliages, et pour les recycler, il faut les désallier. Je prends un exemple. Peut-être que ce week-end, vous allez inviter des amis à dîner chez vous, et vous allez leur faire un gâteau au chocolat. Et vous allez prendre tous les éléments constitutifs, les ingrédients d'un gâteau au chocolat, le beurre, le sucre, la farine, les œufs, et vous allez faire ce gâteau. Il ne va pas être terminé à la fin du dîner, il va pourrir quelques jours, rester à l'air sur votre frigidaire, et vous allez le jeter. Et là, vous allez dire, non, en fait, je ne vais pas jeter mon gâteau au chocolat, je vais recycler mon gâteau au chocolat. Ça, je vais reprendre de ce qui me reste, je vais essayer de retransformer ce gâteau, et d'en ressortir, de le transformer en tous les éléments qui le constituent à l'état brut. Donc je vais en refaire, je vais réussir à extraire de ce gâteau qui me reste le beurre, le sucre, la farine, les œufs, et avec ces ingrédients reconstitués à l'état brut, je vais pouvoir faire un nouveau gâteau au chocolat recyclé. Eh bien, bon courage les enfants. Vous n'allez pas recycler ce gâteau, et de la même façon, un industriel ne va pas recycler les métaux rares, parce qu'en fait, c'est aussi compliqué pour lui de les recycler que pour vous de refaire un nouveau gâteau au chocolat à partir du premier. Et donc, comme ces alliages sont tellement complexes, comme dans un aimant de votre téléphone portable qui fait la taille de l'ongle de mon auriculaire, vous avez 3 métaux, tout ça c'est broyé, c'est brûlé, ça termine dans des ronds-points fondus dans du béton. Et donc, en réalité, on ne recycle pas. Et donc, si vous regardez ce tableau, qui est un tableau des Nations Unies, qui nous dit qu'est-ce qu'on recycle aujourd'hui comme métaux ou comme éléments de la table de Mendeleïev, eh bien, ce tableau nous dit qu'il y a des choses qu'on recycle très bien. Le manganèse, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc sont des métaux qu'on recycle très bien. En France, on recycle très bien le plomb à 99%, donc on sait vraiment très bien faire. Et puis il y a tout un tas de métaux qu'on ne veut pas recycler. On sait faire, mais comme c'est très compliqué, ça coupe un peu. Comme c'est très compliqué, eh bien, on préfère ne pas les recycler. Et on y retrouve toutes les terres rares et plein de métaux rares comme le lithium, le beryllium, le scandium, je crois que c'est le gallium, etc., etc. Et notamment votre petit néodyme qui est là. Et l'indium aussi d'ailleurs. Je l'ai vu quelque part, l'indium, le 49. L'indium, c'est la fameuse poudre qui recouvre les écrans de votre téléphone portable. Donc vous voyez qu'on ne les recycle pas. Donc quand on parle de technologie verte, je suis volontiers, en tant que citoyen, enclin à souhaiter cette transition-là, et j'y reviendrai, je vous dirai pourquoi est-ce qu'il faut faire cette transition, mais il y a quand même des paradoxes qu'il faut bien mettre en évidence lorsque l'on va sur le terrain et lorsqu'on se désintoxique du discours ambiant sur la question. Parce que pour faire du propre, il faut faire du sale. Et il n'y a pas de propre sans sale. Simplement, le sale, on ne le voit pas. Il est ailleurs, et pour cette raison, on croit qu'on est propre, alors qu'en fait, la pollution, elle a été émise, produite, générée, durant la phase de production des technologies vertes, et éventuellement durant la phase de recyclage, si recyclage il y a. On ne fait pas de renouvelables sans matériaux non renouvelables. Le stock de minerais, il est sous nos pieds depuis 4 milliards d'années, et il ne bougera pas, et il ne sera pas reconstitué. Et il faut bien comprendre qu'il y a aussi ce paradoxe-là dont on ne prend pas conscience. Yannick Jadot dit régulièrement il faut se sevrer des pays producteurs de pétrole et de charbon et il faut devenir dépendant du soleil et du vent. C'est l'affirmation politique la plus inepte des 10 dernières années. Parce qu'on n'est pas dépendant du soleil et du vent, on est dépendant de matières qui ne sont pas renouvelables, contrairement au soleil et au vent, et dans lesquelles nous n'allons pas cesser de taper un stock qui est donc par définition épuisable. Paradoxe encore, plus c'est vert, plus c'est complexe, et plus c'est difficile à recycler. Et donc tous ces modèles d'économie circulaire dits durables sont en réalité rendus plus difficiles par le fait que nous avons affaire à des technologies vertes. Et un dernier paradoxe pour vous surtout, le virtuel n'est
c'est avant tout du matériel, c'est avant tout de la matière. Et on oublie souvent que derrière cette infrastructure qu'on appelle Internet, avec ses data centers, ce cloud, en réalité, il y a beaucoup de matières premières, il y a des câbles qui courent les océans pour relier les continents à l'Internet, il y a des data centers, des routeurs, des interfaces, des objets connectés, et tout ça, c'est énormément de matière, c'est énormément d'électricité, et c'est aussi énormément de gaz à effet de serre. Et notez bien, ce serait presque l'objet d'une autre conférence, mais Internet, Internet, le digital en général, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. 4%, c'est 2 fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. 2 fois plus pour le secteur du digital. Donc il n'y a pas d'Internet immatériel, l'immatériel est tout à fait tangible. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Ce monsieur est un cosmonaute, Sergueï Krikalev, qui est célèbre parce que dans les années 90, il a passé près de 10 mois dans l'espace, il détient le record de l'homme qui a passé le plus de temps dans l'espace. Et il ne le voulait pas, c'était pas prévu comme ça, mais en fait, quand il était là-haut, il s'est passé beaucoup de choses en bas. Vous vous rappelez, il est parti, il était soviétique, et il est rentré, il était russe. Il est parti, il y avait un empire, il est rentré, il n'y avait plus d'empire. Il avait un autre président. En fait, il est parti, il a quitté un monde, il est revenu, et c'était un autre monde qui l'a foulé des pieds dans une steppe kazakh. Vous et moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, nous sommes toutes et tous dans cet amphithéâtre des Sergueï Krikalev. Parce que nous sommes rentrés ici, le monde était vert, et nous allons quitter cet amphithéâtre, et le monde n'est plus vert. Il est de toutes les couleurs que vous voulez, mais il n'est pas vert. C'est pas vrai. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là pour que je manque de telles évidences qui sont sourcées, photographiées ? C'est la réalité. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Comment ça se fait que je n'ai pas lu ça à la une d'un grand journal du soir, ou éventuellement au journal de 20h d'une grande chaîne de télévision. Et pour répondre à cette question, je vous emmène là, aux États-Unis. Cette mine de Mountain Pass en Californie était la plus grande mine de terres rares de la planète dans les années 80. Simplement, c'était polluant. Et les Américains, qui produisaient ces métaux rares pour le reste de la planète, décident de fermer la mine. Le métal, qui était extrait par Molycorp, il faut ensuite le raffiner dans une raffinerie comme celle-ci. Et cette raffinerie, eh bien, qui détenait le leadership du raffinage des terres rares dans les années 80 et 90, c'était nous, c'était les Français. C'était l'entreprise Rhône-Poulenc qui est Solvay aujourd'hui, et Rhône-Poulenc assume une partie du raffinage de ces terres rares, de la même façon que les pays occidentaux ont une activité minière et métallurgique beaucoup plus développée dans ces années-là qu'aujourd'hui. Simplement, c'est très sale. Et c'est tellement sale que Rhône-Poulenc, devenu Rhodia entre-temps, avant de devenir Solvay aujourd'hui, eh bien, Rhodia décide de fermer une grande partie de ses activités de raffinage de terres rares à La Rochelle. Et donc nous avons 2 entreprises qui sont emblématiques de ces métaux, qui en fait ferment leur activité, mais ça ne voulait pas dire qu'on allait cesser de consommer ces matières premières pour la technologie numérique qui allait apparaître dans les années suivantes, et a fortiori pour les technologies vertes. Et donc en fait, on se tourne vers un pays qui est capable de fournir ces minerais à notre place. Et je vous emmène à nouveau dans les mines de graphite, etc., etc., etc. Dans ces années-là, dans les années 80, vous avez un leader visionnaire, Deng Xiaoping, qui mise une grande partie du développement de son pays sur l'industrie. Il se trouve que la Chine a des réserves colossales de ces métaux rares. À l'époque, elle ne les exploite pas vraiment, mais elle sait qu'elle a des réserves. Et d'un côté, nous ne voulons pas de la pollution générée par ces matières premières, et de l'autre, nous avons besoin de ces métaux, et la Chine, elle, a besoin de s'enrichir, de rattraper 2 siècles de retard, depuis, un siècle et demi, depuis les traités inégaux. Et naturellement, les Chinois nous disent, mais venez, si vous fermez vos usines, ne vous inquiétez pas, si vous fermez vos mines, autant de mines vont ouvrir en Chine, et donc ce qui vous manque d'un côté, nous allons vous le fournir de l'autre. Vous ne voulez pas de la pollution, pour nous Chinois, ce n'est pas un problème, nous disent-ils à l'époque. Ils s'en mordront les doigts, mais ils ne le savent pas encore. Et vous et nous allons pouvoir nous enrichir en fournissant ces minerais à bas prix, mais c'est le prix à payer pour espérer s'enrichir. Et nous étions trop contents. Tout le monde était trop content avec cette espèce de deal, cette espèce de mondialisation naturelle, entre d'un côté ceux qui allaient produire ces minerais à bas coût, dégueulasser leur environnement pour nous fournir des minerais propres, et d'un autre côté les acheteurs, les pays occidentaux, qui achèteraient ces minerais purifiés, les mettraient dans leur technologie verte et diraient « Regardez comme nous sommes devenus écolos ». En fait, le monde s'est organisé
permettez-moi d'être cash, entre d'un côté ceux qui sont sales et de l'autre côté ceux qui font semblant d'être propres. Nous avons délocalisé nos emplois, nous avons délocalisé nos mines, nos usines, et avec cela, nous avons sciemment délocalisé la pollution des technologies vertes et des technologies numériques. Et donc, pour répondre à la question si nous sommes tous des CRIC-LF, c'est parce que cette pollution, on ne la voit pas. Parce qu'elle est à 10 000 km de nous, dans des zones où personne ne va, où rares sont les personnes qui y vont, surtout des étrangers. Et donc, on ne voit pas cette pollution, elle est effacée, elle a disparu de nos regards, et donc on ne perçoit pas cette pollution-là, et c'est ainsi qu'on n'a pas conscience des revers du verre. Alors, vous comprenez que cette situation, elle engendre des enjeux économiques. C'est là qu'on bascule peut-être plus sur votre partie, mais elle est très intéressante, cette carte, parce qu'elle nous dit, compte tenu de cette logique de spécialisation minière, l'Europe doit aller chercher ses approvisionnements en ces métaux dans des endroits bien particuliers. Et l'on voit apparaître tout un tas de pays producteurs, mais surtout ce qu'on voit à l'Est, c'est la Chine qui produit la majorité de ces métaux. Et elle produit, vous voyez, 95% pour certains de ces métaux pour les besoins de l'Europe. Et en fait, qu'est-ce que peut faire un pays lorsqu'il détient la majorité de ses approvisionnements en métaux rares pour le reste du monde, surtout si ce pays, la Chine, a envie d'être à nouveau première puissance mondiale. Et la Chine, en réalité, garde ces métaux pour elle-même, elle conserve le minerai, et elle veut garder le minerai pour développer ses propres technologies. La Chine nous dit, vous, Français, vous ne faites pas du raisin, vous vendez du vin. Enfin, vous faites du raisin pour vendre du vin. Eh bien, nous, on ne va pas vous vendre de métaux rares, on va vous vendre des technologies vertes. Et c'est ainsi que la Chine, depuis 20 ans, remonte la chaîne de valeur, cesse de nous vendre ses minerais, de moins en moins, pour les conserver, pour fabriquer ses propres technologies. Et nous sommes venus en Chine pour avoir ces métaux, mais d'abord, ça fait 20 ans qu'on vient en Chine, parce que le yuan, ou 30 ans, parce que le yuan est dévalorisé, parce que la main-d'œuvre est pas chère, parce qu'il y a un gigantesque marché intérieur qui permet de faire des économies d'échelle. Mais nous avons accéléré nos délocalisations d'usines vers la Chine, parce que nous avions besoin de la matière première. Et comme nous sommes venus pour avoir besoin de la matière première en Chine, nous sommes venus avec les technologies que les Chinois ont apprises. Et ils ont été capables d'apprendre de l'Occident et de produire eux-mêmes leurs technologies vertes. Et c'est ainsi que la Chine, aujourd'hui, c'est 30% de la capacité mondiale installée des éoliennes. C'est 60% de la production mondiale de panneaux photovoltaïques. C'est 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques. C'est un composant essentiel des voitures électriques. Et si la Chine produit tout ça, elle produit naturellement la voiture. Et ne vous étonnez pas que dans quelques années, on voit apparaître des voitures électriques, non plus sur le marché chinois, mais sur les marchés européens, parce que la Chine se lance à l'assaut du monde avec ces nouvelles technologies de mobilité pour lesquelles elle a la matière et la technologie. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de préservation de nos équilibres économiques, notamment dans le secteur de la mobilité, qui est très important en Europe, si nous n'avons pas la matière en Europe et si nous n'avons pas la technologie, ou en tout cas nous n'avons pas une technologie aussi avancée que celle des Chinois sur ce secteur précis-là. Et donc vous voyez que l'écologie induit naturellement des enjeux économiques et des enjeux économiques. Alors l'Europe se dit, est-ce qu'il faut que je développe un Airbus de la batterie ? Macron parle dans les médias, dit je mets 700 millions d'euros sur la table parce que je ne veux pas que 100% des batteries produites que nous utilisons pour nos voitures électriques soient produites en Asie. C'est une fuite de valeur, c'est une perte d'emplois verts. Et puis ça devient aussi très géopolitique cette histoire, parce que ça met Trump franchement mécontent, comme vous le savez, et une partie de la guerre commerciale se lie à travers cette remontée de la chaîne aval par la Chine, qui ne vend plus du minerai à 2 euros, mais qui vend des voitures à 10, 15, 20 000 euros. Et donc une partie du déséquilibre de la balance commerciale entre la Chine et le reste du monde s'explique par cette remontée de la chaîne aval de la Chine. Et ça devient géopolitique en ce sens que tout cela, ça sert pour les technologies d'armement, avec tout un volet militaire pour les terres rares notamment, et ça pose un gros problème de sécurité nationale aux Américains que de devoir aller chercher des terres rares et des aimants de terres rares en Chine pour faire voler les F-35, c'est-à-dire l'équivalent de notre Rafale. Alors on va avoir besoin de plus en plus de ces ressources, de plus en plus. Je vous laisse apprécier les chiffres. Je vais essayer de faire vite pour terminer et vous laisser des questions. Mais d'ici 2035, compte tenu de nos besoins pour les technologies vertes notamment, eh bien nous allons avoir besoin de consommer tous ces métaux, je vous laisse apprécier les chiffres, beaucoup, beaucoup plus. Avec des questions de pénurie qui se posent, inévitablement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on risque de manquer de ces matières premières, compte tenu du fait qu'à ce rythme de consommation, les ressources s'épuisent, mais d'un autre côté, les technologies, l'énergie évoluent, les technologies d'exploitation du minerai évoluent, et donc en fait on repousse
toujours un petit peu plus l'horizon des possibles, et à mesure que notre consommation évolue, les technologies aussi, et c'est une course de vitesse qui fait que ce type de chiffres, on va retrouver à peu près les mêmes chiffres dans quelques années, parce que eh bien, nos technologies progressent également. Mais comprenez bien que dans ce monde en tension, nous allons consommer énormément de minerais. Retenez juste quelque chose, pour l'ensemble de nos besoins, technologie verte ou pas verte, pour tous nos besoins, c'est une étude de l'Université de Grenoble de 2015, l'humanité va consommer d'ici 2050 plus de minerais que l'ensemble des minerais qu'elle a consommés depuis l'aube de l'humanité, c'est-à-dire depuis 70 000 ans. Donc ça pose de vrais sujets autour de la raréfaction des ressources, d'où ce tableau. Alors, comprenez-moi, je viens vous voir, je ne suis pas militant. Je ne suis pas militant dans un parti communiste, dans un parti politique communiste ou de droite ou de gauche, ou peu importe, mais certainement pas communiste. C'était un magnifique lapsus. Je ne suis pas militant dans une association verte. Je reviens du Canada où on me rappelle, à raison, que le pétrole, les sables bitumineux de l'Alberta, c'est ça. Que l'extraction de charbon en Chine, c'est ça. Que l'uranium au Niger, pour faire tourner nos centrales nucléaires, c'est ça. Moi, je veux la faire, cette transition énergétique. Il n'est pas question de rester sur ce type d'extractivisme-là. Même si j'ai compris qu'en fait, on allait remplacer un extractivisme par un autre. Mais ça a un avantage, ces technologies vertes, c'est que ces technologies vertes émettent moins de CO2. Elles consomment davantage de matière, il y a d'autres postes de pollution qui sont plus importants, mais elles permettent de ne pas brûler du charbon et du pétrole. Si l'enjeu, c'est de rester sous la barre des 2 degrés, si tant est que c'est encore possible, alors je suis pour cette transition énergétique, mais aborder ce monde vert avec des lunettes roses, c'est pas envisageable. Et donc je veux bien faire cette transition, mais avec vous, je dois vous proposer quelques solutions, et c'est des solutions auxquelles vous allez être confrontés, qui sont aussi des opportunités, parce qu'il va falloir réinventer cette transition énergétique, et vous êtes des acteurs de cette réinvention. Et pour commencer, il faut connaître la vérité écologique de toutes ces technologies-là. Et il va falloir qu'on fasse davantage d'analyse de cycle de vie, qu'on mette en place des labels et qu'on connaisse mieux ces technologies, leur impact sur l'environnement, les fameux scopes dont vous avez peut-être entendu parler, passionnants scopes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'émet comme pollution une technologie en émission en direct. Par exemple, là, on se rencontre ensemble ici, nous émettons un peu de pollution parce qu'il y a des éclairages. Mais en scope 2, c'est les énergies grises, c'est-à-dire que pour cet éclairage, il faut probablement une centrale nucléaire, donc il faut intégrer un peu de la pollution de la centrale nucléaire et du processus minier au Niger parce que ça fait partie de la pollution que nous générons, même de manière indirecte. Passionnant scope 3, c'est-à-dire quelles sont les matières qui permettent de faire des matières, qui permettent de faire des matières, qui permettent de faire un téléphone portable. Derrière le tout petit morceau de cuivre que vous avez dans votre téléphone portable, il y a une mine, Chuquicamata, au Chili. C'est la plus grande mine à ciel ouvert de cuivre de la planète. Et pour le cuivre, il faut de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau dans le nord du Chili, ou très peu. Donc on va chercher l'eau dans l'océan Pacifique. Et donc on installe des centrales de désalinisation pour permettre de désaliniser l'eau. Et pour la centrale de désalinisation, il faut une centrale électrique. Pour cette centrale, il faut du charbon, et le charbon provient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le scope 3. Donc c'est le périmètre indirect de pollution qui permet de connaître ça. Il va falloir que l'on trace mieux la matière et qu'on s'assure d'un sourcing davantage éthique de ces produits-là. Et ça va être un grand enjeu, parce qu'aujourd'hui, le public, vous et moi, n'acceptons plus que l'industriel ne sache pas d'où vient son minerai, même si ce n'est pas sa mine. Et c'est là qu'on voit apparaître des tas de pays qui peuvent produire des terres rares ou des métaux rares. Pas seulement la Chine, mais d'autres pays, l'Australie, le Canada, les États-Unis, où peut-être qu'on peut avoir un peu plus de transparence dans le processus minier. Il va falloir rationaliser la ressource, et c'est là qu'on revient à la question qui était évoquée tout à l'heure, l'enjeu de découpler en réalité notre croissance de notre PIB avec la consommation de matière. Et pour cela, il faut mettre en place de l'économie circulaire. Il faut mieux éco-concevoir les produits, il va falloir mieux les collecter. Les technologies numériques, les téléphones portables, on les collecte très mal. On en collecte la moitié. La moitié des téléphones portables sont collectés en France, les vieux téléphones. 15% sont recyclés dans le monde, 15% seulement. Donc après la collecte, il y a éventuellement la réutilisation, la réparation. C'est les publicités géniales de Back Market dans le métro en ce moment contre le Black Friday. Et puis éventuellement, on recycle en fin de vie avec toute la difficulté de recycler. C'est un vrai enjeu le recyclage, parce que si on arrive à produire la même richesse avec moins de ressources, parce que la ressource, on la réutilise et on la réinjecte dans les circuits économiques, alors peut-être que cette croissance verte, peut-être qu'elle est possible. C'est un immense enjeu. Cette phrase magnifique du gouvernement pour la feuille de route, dans la feuille de route d'économie circulaire nous le rappelle.
si le XXe siècle a été le siècle d'optimisation des gains de productivité sur le travail, eh bien le XXIe siècle sera le siècle des gains de productivité sur les ressources. Et l'optimisation des ressources, c'est un des grands enjeux qui arrive. Dernier point immense, gigantesque, vertigineux. Qu'est-ce qu'on fait avec nos modes de consommation? Est-ce qu'on change de technologie ou est-ce qu'on évolue avec les usages? Et ça, c'est des vraies questions qui ne sont pas juste technologiques, c'est des questions qui concernent nos modes de consommation. Et c'est là que la transition énergétique devient une transition qui est culturelle. Et c'est une très difficile question parce que ça nous montre aussi que l'on n'est pas d'accord sur la notion de transition écologique. Si je vous dis, est-ce que vous voulez la transition écologique? A priori, tout le monde, enfin, il y a une grande unanimité autour de cette notion de transition. Mais si je vous dis de quelle transition avez-vous envie, en fait, tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a dans cet amphithéâtre des personnes qui ont... il y a autant d'avis différents sur cette transition qu'il y a d'étudiants dans cette salle. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont être d'un côté du spectre en disant, pour moi, la transition énergétique, écologique, c'est une transition du business as usual, et on va juste changer une technologie par une autre, et ça va faire l'affaire. C'est respectable. Et d'un autre côté du spectre, vous allez avoir des gens qui vont dire, moi, ma transition écologique, eh bien, c'est d'aller chausser des sabots et d'aller planter des tomates bio dans une ZAD, ce qui est parfaitement légitime. Et entre les deux, vous avez une infinie nuance d'options pour cette transition écologique qui exprime et qui reflète des offres politiques différentes, des schismes politiques qui vont se cristalliser dans les prochaines décennies, parce que, eh bien, nous allons voir que cette transition, elle est très politique et qu'elle offre une infinie variété de solutions différentes pour lesquelles on n'est pas d'accord. Regardez juste les gilets jaunes, c'est les premiers désaccords sur la transition énergétique. C'est qui va payer? Qui va payer pour cette taxe carbone qui permet de faire des éoliennes? Ah ben, ce ne sera pas moi qui paiera, ce sera quelqu'un d'autre, et je sors dans la rue. Donc vous voyez, sur cette question juste de la répartition de l'effort financier, ce que ça peut générer comme trouble, comme tension, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il va être question de répartir les efforts, pas autres que financiers, et lorsqu'il sera question de nos modes de consommation. Moi, je pense qu'on est un peu lost in transition, en fait. Et je pense que c'est des choses dont on va mieux prendre conscience à mesure que le débat va s'affiner. Et c'est pour ça que je vous laisse devant cette question immense, mais passionnante. Et vous, quelle est votre transition à vous? Je vous remercie. J'ai débordé, je suis désolé. Non, mais pas de souci. Merci beaucoup Guillaume Pitron pour cette présentation tout à fait édifiante. Nous allons vous poser quelques questions avec Marion pour venir compléter à la fois votre présentation, qui s'ajoute à ce que vous présentez dans votre livre, et qui vient aussi s'opposer aux propos franchement lénifiants du discours médiatico-politique tel qu'il peut être présenté sur la transition verte. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être pour commencer, vous finissez en expliquant qu'une solution pourrait être une économie circulaire. Seulement, cette économie circulaire nécessite du recyclage. Et vous le dites vous-même très bien dans le livre, ce recyclage n'est pas rentable. Les Japonais le font, mais ils le font à un coût très élevé pour leur approvisionnement énergétique et leur indépendance. Est-ce qu'on aurait moyen de rendre possible ce recyclage d'un point de vue économique à l'avenir pour faciliter cette transition? D'abord, le recyclage, ça implique d'avoir de stocker énormément pour pouvoir faire des économies d'échelle. C'est-à-dire que si vous devez recycler une batterie de voiture électrique ou si vous avez 1 million de batteries de voiture électrique à disposition, tout de suite, le coût du recyclage va évoluer. Il va évoluer aussi en fonction de l'évolution des techniques de recyclage, de l'utilisation de tel ou de tel produit chimique qui intervient dans le processus de recyclage. Donc aujourd'hui, les quelques facteurs qui permettraient de faire baisser le coût du recyclage, je viens de les évoquer. Et en attendant que ces facteurs soient davantage réalité, qu'on puisse réellement en bénéficier, on ne recycle pas parce que c'est trop cher. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, c'est parce qu'on ne veut pas faire, parce que le prix du minerai tel qu'il sort d'une mine de l'Heilongjiang est moins cher que le prix du minerai tel qu'il sort du prix du métal recyclé à la sortie de chez le recycleur. Et donc c'est une question de coût, et donc en fait il y a un souci là, c'est que il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, une bonne décision économique est une mauvaise décision écologique. Et en fait, la quête du moindre coût, telle que je peux la constater pour ce type d'industrie-là, est aux antipodes des enjeux écologiques de l'époque.
Et si nous avons une lecture strictement capitalistique de ce processus-là, et tout à l'heure je vous ai dit que je n'étais pas communiste, eh bien en réalité on ne va pas y arriver. Et peut-être qu'il faut accepter de payer un peu plus cher pour ces technologies, d'avoir un secteur du recyclage qui soit peut-être pas compétitif, mais que le consommateur soit prêt à un effort financier pour que derrière, eh bien, on puisse rendre ce secteur du recyclage viable. Mais tant que nous chercherons des téléphones et autres technologies au moindre coût, on n'arrivera pas à recycler dans un monde où les matières primaires qui sortent de la mine sont vraiment très très peu chères en ce moment. Nous sommes en bas de cycle par rapport à la matière secondaire qui sort des usines. Donc ce sont des tendances de fond structurelles qui risquent de durer et il va falloir trouver des solutions autres que dans la simple question de l'économie de coût. Est-ce que vous pensez que si on décide de justement ne plus donner l'avantage à cette économie du moindre coût, est-ce que justement ce changement doit venir plutôt des États ou est-ce que ce serait possible d'imaginer que ça vienne d'industriels? Par exemple, on parlait des Japonais qui font un recyclage des technologies mais à un coût très élevé. Est-ce que ça viendrait plutôt des États ou ça serait possible que ça vienne des industriels ou du secteur économique, même si c'est moins rentable? Moi, je suis très adepte du « en même temps ». Et donc, en fait, il faut que ça vienne de tout le monde. Et donc, il faut que l'État s'implique, et l'État s'implique. Il y a d'immenses investissements qui sont réalisés au niveau de la Commission européenne, par exemple, dans des programmes H2020, Horizon 2020, et des centaines de millions d'euros sont justement alloués à des projets qui permettent de faire avancer les techniques de recyclage, de substitution d'un matériau par un autre, de substitution d'un matériau non biosourcé par un matériau biosourcé qui respecte le cycle du vivant et qui donc nécessite un recyclage, enfin même pas de recyclage du tout puisqu'il se biodégrade naturellement, etc. Donc aujourd'hui, l'État est fer de lance dans la mesure où il impulse, éventuellement par des fonds publics, mais aussi par toutes sortes de lois, ce type de direction-là. Et l'industriel, c'est son rôle que d'aller chercher la technologie telle qu'elle sort des laboratoires. Il y a beaucoup de technologies qui sont développées en laboratoire. Il y a une grande recherche fondamentale. Simplement, la question, c'est de savoir comment l'industriel il va être capable d'aller du T1 ou du T2 vers le T3, T4, T5, c'est-à-dire de transformer quelque chose qui est juste à l'état de recherche de laboratoire en un processus industriel viable avec un capital investissement qui permette eh bien, de rendre ces technologies de recyclage et de nouveaux matériaux intéressantes. Et c'est là tout le jeu de l'industriel que de bien travailler avec les laboratoires. Ça se passe à Grenoble, par exemple, au CEA à Grenoble. Et donc là, on voit bien l'audace dont il faut faire preuve lorsqu'on est industriel pour miser sur les bonnes technologies et investir. C'est très difficile, juste un mot. Nous sommes dans un âge de disruption. Et tout le monde vante la disruption, et moi le premier, c'est génial. Ma disruption, ça veut dire que je ne sais pas, dans 5 ans, quel métal je devrais utiliser pour mes applications technologiques. Parce que comme nous sommes dans un âge où en permanence, une technologie chasse l'autre, avec 2 besoins spécifiques en matière première qui changent, comment est-ce que le recycleur, quel choix fait-il stratégiquement parlant? Il décide d'investir 10, 20, 30, 50, 100 millions d'euros dans le recyclage d'une terre rare, mais qu'est-ce qui lui dit que dans 5 ans, cette terre rare sera effectivement utilisée dans le téléphone portable? Et donc c'est un risque à prendre pour lui, qu'il a peut-être du mal à assumer, parce que s'il ne sait pas à 5 ans, dans cet âge de disruption, quelle sera la technologie d'après et quelles seront les ressources stratégiques critiques rares, eh bien en fait il a tendance à être totalement paralysé et tétanisé par les enjeux et il n'investit pas. Et donc vous voyez c'est paradoxal parce que la disruption freine dans ce cas précis l'innovation aussi. Merci beaucoup. Vous expliquez notamment qu'on va manquer de ces matières, notamment par exemple l'antimoine à 4 ans, si toutefois on continue ce rythme d'exploitation. Quelles perspectives vous voyez alors par exemple pour l'exploitation des ressources minières sous-marines ou des ressources minières spatiales? Alors d'abord, je pense qu'on ne va pas manquer de ces matières. Je pense qu'il y aura toujours un gramme de métaux rares à aller chercher quelque part. Vous savez, l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre, et l'âge du pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole. Et l'âge des métaux rares ne va pas s'arrêter faute de métaux rares, parce que la réponse était dans votre question, on va d'abord continuer à découvrir des nouveaux gisements
moins intéressants, ils seront moins riches en minerais que les gisements précédents, mais pour autant, on va continuer à en découvrir d'autres, et puis on va aller effectivement, pourquoi pas, racler le fond des océans où dorment des nodules polymétalliques, ces espèces de cailloux qui contiennent toutes sortes de minerais à l'intérieur. Et puis, après tout, la Silicon Valley et le Luxembourg, maintenant, nous promettent l'orpaillage spatial. Ça paraît complètement fou, mais ils promettent de faire redescendre des minerais sur Terre, parce qu'on trouve des tas de minerais rares dans un astéroïde qui croise quelque part à proximité de la Terre. Et donc, il y aura toujours un gramme de métal rare à aller chercher quelque part. Mais la question, c'est à quel coût ? Parce qu'il va y avoir un coût économique supplémentaire pour aller creuser à 6000 mètres de profondeur dans les océans. Il va y avoir un coût écologique supplémentaire. Il va y avoir un coût énergétique supplémentaire, parce que c'est beaucoup d'énergie pour produire les minerais qui permettent de faire de l'énergie. Et un coût social supplémentaire, c'est-à-dire que vous et moi, mieux conscients de ces enjeux-là, allons nous dire, mais est-ce que ça mérite de continuer de persévérer dans une telle débauche d'efforts avec tous ces coûts-là pour un résultat, pour un bénéfice qui peut-être est finalement moins évident compte tenu des coûts que je connais mieux, et je vous renvoie au fameux scope tout à l'heure. Et je pense que la question, elle n'est pas dans la limite géologique que notre Terre peut nous opposer à l'extraction de ces minerais, elle est dans toutes les autres limites, énergétiques, sociales, et surtout les limites que nous allons nous imposer nous-mêmes bientôt pour cesser d'aller extraire ces minerais. Et moi je crois que cette transition, elle est transitoire. C'est une transition que l'on vit maintenant, mais qui en réalité va nous mettre en face d'enjeux de ressources tels que nous allons décider dans 10, 20, 30 ans d'essayer de passer à d'autres technologies d'énergie avec la même excitation que celle que nous engageons aujourd'hui pour essayer de passer à l'après-pétrole. Et nous irons vers d'autres technologies, je ne sais pas lesquelles, qui régénéreront les mêmes problèmes. Mais donc voilà, il y aura toujours des grammes de minerais à aller chercher quelque part, mais je pense que nous serons arrêtés de les extraire avant qu'il n'en reste plus un, parce qu'on verra que ce n'est pas soutenable. Et donc, si on continue justement à remplacer, en fait, on a commencé par le charbon, puis le pétrole, puis les métaux rares, et finalement, qu'est-ce que vous pensez, enfin, j'imagine que c'est pas une question évidente puisqu'on n'y est pas, on n'est pas dans cette époque, mais est-ce que vous pensez pouvoir deviner quelle serait la prochaine dépendance ? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine, ou alors est-ce qu'on est encore beaucoup trop dans le problème des métaux rares et on n'en est qu'au début pour entrevoir quelque chose qui pourrait le remplacer ? Oui. Alors d'abord, il faut bien savoir que le mix, si je regarde le mix énergétique, le mix électrique, etc., va en 2030 ou 40 ou 50, et je n'ai qu'à regarder sur le site de l'Agence internationale de l'énergie, il y a du pétrole. On va en 2035 extraire du sous-sol autant de pétrole qu'aujourd'hui. Il va représenter une part moindre dans les mix, en part relative, mais en part absolue, on va extraire autant de barils. Et un peu moins de charbon, mais pas tant que ça finalement. Donc en réalité, on va rester dans ce qu'on appelle l'âge du pétrole et l'âge du charbon. Et les métaux rares, ça va être en fait cette couche additionnelle d'énergie dont nous avons besoin pour la croissance de l'humanité et que nous allons combler avec ces fameuses technologies vertes, mais ce sera une couche qui viendra s'ajouter aux deux couches précédentes qui sont là pour longtemps. Donc en fait, demain, nous allons être en forte recherche d'uranium, de pétrole, de charbon, et puis bien évidemment, de quels métaux allons-nous avoir besoin ? Alors, ce qui apparaît comme étant les métaux de demain les plus indispensables, c'est les métaux du stockage de l'électricité. Le grand virage technologique qu'on peut attendre, et qui va tout bouleverser, c'est le stockage de l'électricité. C'est-à-dire que si on arrive à stocker l'électricité qu'aujourd'hui on ne sait pas stocker à un coût intéressant, l'électricité qui vient par exemple des fermes solaires du Sahara, eh bien si on arrive à la stocker, ça va être extraordinaire, parce qu'on va avoir une énergie beaucoup plus abondante, beaucoup plus disponible, qu'on pourra réutiliser à différentes heures de la journée, etc. Donc la question du stockage, elle est fondamentale, et qui dit stockage dit lithium. Alors on dit qu'on va le remplacer par du sodium, moi je ne sais pas, dit cobalt, on dit qu'on va le remplacer par du nickel, dit graphite, mais moi je vois ces quelques métaux-là comme étant des métaux excessivement importants, parce que on cherche vraiment aujourd'hui l'une des grandes aventures qui est engagée, et on va y arriver, ça va être celle du stockage de l'électricité. Quant à l'après, je ne sais pas, mais on parle d'hydrogène, et ça posera d'autres problèmes, et on parle de tout un tas d'autres technologies, mais là-dessus, on est vraiment très très loin. Mais je vous renvoie à un livre passionnant qui s'appelle « Une brève histoire de l'avenir » de Michio Kaku, K-A-K-U, qui est un physicien américain, et qui vous dit le monde qui arrive dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, compte tenu de ce qui se prépare dans les laboratoires aujourd'hui. C'est un bouquin passionnant qui donne envie de vivre 150 ans.
Vous venez de parler des mines de graphite et vous nous avez proposé un voyage en Chine pour aller les découvrir. Vous avez vous-même effectué ce voyage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment vous avez fait pour vous infiltrer au sein de ce gouvernement chinois qui, semble-t-il, essaie de tout contrôler, de tout voir, de tout savoir, et pourtant vous avez réussi à aller à la fois dans ces usines, également à survoler les zones des productions de métaux rares. Comment vous avez fait ? Alors c'est mon drone qui l'a survolé, hein. J'étais pas accroché au drone, c'était juste le drone. J'ai survolé d'autres mines moi-même, mais pas en Chine. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien la Chine. La Chine, on dit souvent que c'est un pays qui s'ouvre, on dit que c'est un pays qui jette des ponts là où les Américains érigent des murs. La vérité, c'est que la Chine est un pays qui se ferme. Et c'est un pays qui se ferme sur lui-même d'un point de vue économique, qui met des barrières où il peut les mettre pour se protéger des soubresauts de l'économie mondiale. Et c'est un pays qui, en fait de liberté publique, est un pays qui n'a jamais été aussi fermé que depuis des dizaines d'années. Il y a une blague en Chine où on dit que Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, c'était la démocratie. C'est vous dire. Donc en fait, c'est très très dur la Chine d'aujourd'hui. C'est une Chine où vous avez des caméras partout. Moi, je me retrouve au fin fond de l'Heilongjiang, à la croisée de deux chemins bétonnés qui font la largeur de la moitié de l'estrade, à la frontière avec la Russie, et à ce croisement-là, où croisent un âne, une chèvre et une vache, il y a deux caméras de surveillance. Et donc en fait, c'est vraiment un pays d'extrême surveillance, où je sais qu'en tant que journaliste, si je me fais voir, j'ai la maréchaussée en 20 minutes qui arrive. Il me géolocalise, il me retrouve. Et donc en fait, d'abord on est dans une voiture à vitre teintée, on ne sort quasiment pas de la voiture au début, on fait un repérage dans les environs pendant une demi-journée, on repère des lieux intéressants à filmer, on ne sort que quand on n'est pas découvert, c'est-à-dire quand on est relativement loin des spots et on fonctionne par cercle concentrique, mais on ne fait pas scope 1 de 3, on fait scope 3 de 1. Et on termine dans les dernières heures sur le scope 1, c'est-à-dire devant ces gens que vous avez vus filmer, et là après, on s'en va. Parce que si je reste, tout est confisqué, j'ai pas eu le temps de mettre mes images sur un disque dur sécurisé, et là je suis passible d'accusations d'espionnage, quelques jours en prison et une expulsion, je pense. Ça s'est pas produit, mais c'est ça à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ça, et puis heureusement ça s'est pas produit. Donc c'est des conditions excessivement difficiles pour tourner en Chine, et les images qu'on ramène de Chine dans ces zones-là sont les images qui sont difficiles et qui seront plus difficiles demain encore à filmer, parce que ça va encore se durcir, la technologie va évoluer, pour qu'il y ait encore moins de gens comme moi qui puissent faire leur boulot en Chine dans ces zones minières-là. Mais du coup, en plus de la surveillance qui est mise en place par le gouvernement chinois et toutes ces caméras dont vous parlez dans des zones désertes, c'est un peu improbable parce qu'on se dit que personne ne peut passer là-bas. Est-ce que la difficulté, en plus, donc vous, les difficultés que vous avez eues pour le tournage, c'était le fait que vous soyez en permanence surveillé, mais est-ce que la Chine n'a pas pas d'inconvénient, mais en quelque sorte, ne va pas payer un tribut plus lourd avec son exploitation des matières premières qu'elle ne pourrait gagner économiquement. C'est-à-dire que quand on voit déjà la pollution qui est créée en fait avec l'exploitation des métaux, est-ce que le tribut que la Chine va payer ne va pas être plus important en termes écologiques et donc économiques que ce qu'elle a à gagner aujourd'hui, notamment avec la création de technologies et le fait qu'elle garde les métaux rares pour elle? Je vais vous répondre par c'est pas une anecdote, mais c'est un récit. J'étais en 2017 pour un autre sujet en Chine, sur les militants verts, sur les activistes verts en Chine. Eux aussi, ils passent un sale quart d'heure en ce moment. Et j'étais à Chengdu, dans la capitale du Sichuan. Et c'est vraiment une capitale lugubre, une ville lugubre. Et j'interroge des habitants de cette ville sur la pollution telle qu'ils la vivent au quotidien. Et je me retrouve face à une étudiante qui a votre âge et qui me dit en hiver, on ne voit pas le soleil parce qu'en fait, les centrales à charbon tourne à plein régime et le ciel est recouvert, on ne voit pas le ciel, le toit des immeubles en fait, est recouvert de cette chape de charbon qui permet de chauffer les ménages, parce que c'est en hiver qu'on chauffe, et donc qui dit chauffage dit plus grande consommation d'électricité, donc plus de centrales à charbon qui tournent. Arrive le mois de mars,
et après 4 ou 5 mois sans voir le ciel, on a vu le soleil. Et les gens ont sorti leur appareil photo et ont pris une photo du soleil. Donc la question environnementale en Chine, elle est dingue. C'est-à-dire que moi j'étais justement en avril dans une ville qui s'appelle Datong, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Pékin, pour un tournage, et je me rappelle être au 26e étage d'une tour, et je regarde par les fenêtres, et en fait je ne vois rien, et on est en pleine journée. C'est Blade Runner, c'est l'esthétique de Blade Runner. Et là, c'est pas de la science-fiction. Et donc en fait, cette question environnementale, elle devient majeure et centrale en Chine. Le chinois, la classe moyenne chinoise ne veut plus avoir à supporter le coût de son confort économique. Et il ne veut pas seulement de la croissance en quantité, il la veut en qualité. Et donc le régime communiste est obligé d'évoluer très vite pour promettre à son peuple des meilleures conditions de production, moins de technologies lourdes et plus de technologies légères, moins d'industrie lourde et plus d'industrie légère, de façon à ce qu'on puisse mieux concilier ces deux aspirations, parce que sinon, en fait, le PCC peut être renversé. C'est ça la réalité. Et donc, en fait, ça va très vite. La Chine ferme énormément d'usines polluantes, de mines à toute vitesse. C'est un régime dictatorial qui peut donc faire une transition plus rapide, parce qu'il n'y a pas de gilets jaunes là-bas, et quand ils existent, je ne suis pas sûr qu'ils soient ailleurs que derrière les barreaux. Et donc en fait, ça va très vite en Chine, et puis quand la Chine le souhaite également, elle délocalise sa pollution. Et donc en fait, les minerais de terres rares qu'elle pourrait produire chez elle, elle les produit en Afrique. Elle va voir quelques pays africains en proposant un partenariat gagnant-gagnant, comme elle dit, et en fait, elle délocalise à son tour, 30 ou 40 ans après nous, sa pollution. Elle produit ces terres rares polluantes et autres minerais rares dans d'autres pays plus pauvres. Il y aura toujours un pays qui sera la poubelle d'un autre pays. Et ensuite, elle les importe et elle garde la valeur ajoutée. Et de la sorte, elle peut avoir le minerai sans le coût écologique. Voilà un petit peu la ligne de crête sur laquelle on est en ce moment en Chine. Vous venez de donner la parole justement à une jeune étudiante chinoise qui, à travers votre citation, a pu s'exprimer. Elle s'est exprimée où ça? À travers vous. Oui, mais je vous écoute. D'accord. Et nous aimerions offrir la possibilité à la salle elle-même d'engager la conversation à bâton rompu avec notre invité pour lui poser toutes les questions qui vous sont venues pendant cette présentation. Vous avez donc 3 micros qui se déplacent. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes... Oui. Oui. Il y a juste quelque chose qui m'a intrigué dans ce que vous avez dit. C'était au niveau de la slide 49, si je ne dis pas de bêtises, à propos du nucléaire. Parce que vous avez réuni le nucléaire avec le charbon et le pétrole. Et je pense que c'est une démarche que je ne comprends pas. Merci. Le nucléaire, c'est d'abord de l'extractivisme. Et donc si je les ai réunis les trois, c'est parce que dans les 3 cas de figure, on a de l'extractivisme. Dans le cas numéro 1, c'est de l'extractivisme, c'est du pétrole non conventionnel. Dans le cas numéro 2 aussi, et à fortiori dans le cas numéro 3, parce qu'il faut bien aller chercher ces matières premières au fond du sol, dans le sous-sol. Je vois très bien où vous emmène la question, je vais y répondre. Pour autant, le nucléaire, ce n'est pas des ressources fossiles qui brûlent. Le nucléaire, il permet de consommer sans consumer, en quelque sorte, puisqu'on ne va pas rejeter dans l'atmosphère du gaz à effet de serre. Et donc, en ce sens, effectivement, on aurait pu mettre le nucléaire au-delà de la question de l'extractivisme sur une autre slide, parce qu'il y a un grand débat que vous connaissez, qui est de dire, mais le nucléaire fait partie de la transition énergétique. Si l'enjeu, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre, alors le nucléaire, c'est par essence la solution, puisque le nucléaire émet beaucoup moins de CO2 par kilowatt d'électricité produite. Et là, c'est un grand débat, parce que quand je commence à parler de ça, les réseaux sociaux se déchaînent. Je suis le lobbyiste de toutes les entreprises nucléaires sur Terre, vous voyez. Je pense qu'une journée ne suffirait pas pour être à la solde de tous ces lobbies à la fois. Et pour autant, effectivement, il y a un vrai schisme dans le débat et au sein des écolos sur ça. Et toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle pollution et qu'est-ce qui est plus polluant qu'eux. Si l'enjeu à court terme, c'est d'éviter que le climat se réchauffe à moins de 2 degrés d'ici 2100, il faut plus de nucléaire.
ça pose un autre problème de pollution, et chacun a son curseur, qui est celui des déchets, bien évidemment. Donc, en France, on a plutôt et paradoxalement d'ailleurs, on a plutôt, compte tenu du fait qu'on l'utilise beaucoup, on a plutôt ces doutes par rapport au nucléaire. Ce n'est pas des doutes qu'on partage ailleurs dans le monde. Vous regardez la Chine, par exemple, il y a, je crois, 19 centrales nucléaires en cours de construction en ce moment en Chine. Donc voilà. Donc moi, je ne peux pas me prononcer dessus personnellement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un vrai débat qui est important et qui doit ne pas être hystérisé et être rationnel sur la vraie place que peut occuper le nucléaire, effectivement, dans ce tableau-là, sachant qu'on ne remplace pas quelque chose de polluant par quelque chose de parfaitement vert. Il y a toujours un autre processus extractiviste polluant qui vient remplacer celui-ci, et donc il faut savoir aussi faire des calculs, faire des soustractions et des additions. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez dit tout à l'heure que le CO2 ne permettait plus en fait de mesurer la pollution de l'extraction de ces matériaux puisqu'ils échappaient à l'émission de CO2 comparé au pétrole. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui permettent justement dans l'atmosphère, dans les terres, dans les rivières de mesurer cette pollution ? Alors, c'est-à-dire que quand une éolienne tourne, elle n'émet pas de CO2, d'accord ? Si vous remplacez 1000 éoliennes par une centrale à charbon, ça émet du CO2. Donc effectivement, il y a un bilan carbone qui n'est pas le même. Pour autant, la fabrication d'éoliennes a nécessité de l'énergie, et le mix électrique mondial, c'est 38% de charbon. Donc ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre dans le processus de fabrication du charbon qui a été impliqué dans ce processus industriel, mais pas dans la phase d'utilisation, ce qui est un immense avantage. Pour autant, il y a d'autres postes de pollution qui apparaissent et pour lesquels les technologies vertes sont plus polluantes que les technologies thermiques, et c'est notamment au niveau du processus extractif. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur l'eutrophisation des milieux aquatiques et des sols. Et donc, bon, là, il faut rentrer dans des détails. J'aurais dû relire la feuille de l'ADEME précisément sur la question qui dit qu'une voiture électrique émet plus de pollution, génère plus de pollution pour a un impact sur l'eutrophisation des sols et des eaux qui est plus important de 25 à 50%, je crois, que la voiture thermique, même si d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus intéressant. Donc effectivement, il va falloir voir d'autres types de postes de pollution et qui concernent notamment la plus grande salinisation des eaux et je crois l'eutrophisation des sols. Je vous renvoie, pour être très précis, parce que là je n'ai pas la réponse précise exactement, à une note de l'ADEME qui s'appelle « Le potentiel du véhicule électrique » et qui précisément liste les autres postes de pollution de la voiture électrique et où cette pollution est plus importante que pour la voiture thermique. Mais donc voilà, effectivement, vous voyez qu'un type de pollution moindre d'un côté génère peut-être d'autres types de pollution. Mais à choisir, encore une fois, si l'enjeu c'est le réchauffement climatique, alors allons vers les technologies qui, quand même, malgré tout, limitent un tant soit peu les émissions de gaz à effet de serre par rapport à nos technologies du XXe siècle. Désolé de ne pas être plus précis que ça sur les postes de pollution. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Donc tout à l'heure, on parlait de la raréfaction justement de toutes ces ressources liées à la production de l'énergie. Et j'aurais aimé connaître votre opinion sur le projet ITER qui est récemment arrivé à terme des travaux d'ingénierie civile, et donc sur toute la question de la fusion nucléaire. Est-ce que vous y voyez un avenir crédible à plus ou moins long terme pour la dépendance énergétique mondiale ou pas? Merci. Il y a eu une information cette semaine, je crois. Il y a eu une actualité toute récente. Je vous avoue que je rentre de l'étranger et que j'ai pas vu. Enfin, j'ai lu cette actualité en travers, mais j'ai pas vu passer plus d'informations sur justement une actualité concernant la fusion nucléaire. Je pourrais pas préciser. Je suis pas un énergéticien. Donc je vous avoue que je connais comme vous effectivement la fusion nucléaire. Je connais tous ces projets Astrid d'ailleurs qui ont été abandonnés. Pour autant, de là à vous dire qu'il y a une application concrète sur le court terme, avec un espoir de pouvoir bouleverser de façon durable et puissante les mix électriques d'aujourd'hui, je doute que la fusion nous apporte une réponse satisfaisante à quelques décennies. Mais là, je ne fais que vous livrer la connaissance du lecteur d'informations. Je ne suis pas allé plus loin pour évoquer ce qui pourrait se passer d'ici 50 ans. Donc je suis désolé, je n'ai pas de réponse plus précise sur la fusion.
Bonsoir. Bonsoir. Jusqu'à présent, tous ces défis, on essaye quand même pas mal de les résoudre avec la technologie. Est-ce que vous pensez qu'on en rajoute à chaque fois des couches? Est-ce que vous pensez qu'une sortie par le haut, une sortie par la technologie comme ça, pour résoudre ces problèmes, notamment environnementaux, serait possible? Est-ce que la technologie va nous sauver, en fait? Moi, je pense que si on pense qu'en changeant de bagnole, en achetant une voiture électrique et en mettant un panneau solaire sur son toit, on va sauver les orang-outans de Bornéo, les libellules de Madagascar et les perroquets du Brésil, je pense qu'on fait fausse route. Et que la technologie soit une solution, c'est évident. Qu'il faille investir massivement dans l'innovation pour des nouvelles technologies de l'énergie, pour des nouveaux matériaux, pour des nouveaux produits de substitution et autres technologies de recyclage, c'est une évidence. Qu'il va y avoir une meilleure intensité énergétique et matérielle à l'avenir par rapport à aujourd'hui, je le crois également. Que cela suffise, je pense que ça ne va absolument pas suffire. Et j'ai eu l'occasion de partager l'estrade pour la remise de mon prix avec Laurent Alexandre, qui lui au contraire est convaincu de ça, et je dois vous dire, je suis totalement en désaccord sur ce point avec lui. Et donc je ne crois pas, comme il le dit, que bien évidemment il suffira d'aller chercher des métaux rares sur les astéroïdes lorsqu'on n'en aura plus sur Terre. Je pense que c'est une fuite en avant. Et donc je crois que, enfin je vous dis ça, et c'est très empirique, c'est une conviction, mais que j'ai acquise à force de travailler sur la question et d'aller sur le terrain, parce que je pense que le terrain vous apporte un point de vue différent sur les choses aussi, il vous ramène au concret, et je pense que l'avenir est un mélange de technologies nouvelles et d'usages nouveaux, et qu'on ne va pas faire l'économie de non pas s'acheter une nouvelle bagnole électrique pour aller tout seul dans une Tesla de 2 tonnes, mais de savoir qu'est-ce que je fais de cette Tesla de 2 tonnes quand elle ne roule pas pendant 98% du temps. Qu'est-ce que je fais du métro éventuellement ou du RER qui m'emmène ici ou là, plutôt que de prendre systématiquement des modes de locomotion individuels. Et je pense que la vraie révolution, elle est certainement aussi dans les usages. Je vous renvoie juste à cette phrase qui est magnifique de Stephen Hawking dans son dernier livre, et qui dit « Le XXIe siècle, ce sera une course entre la technologie et la sagesse ». Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport au traitement des eaux, notamment au lieu d'extraction des terres rares. Vous avez dit que la Chine n'avait pas de traitement des eaux digne de ce nom, loin de là d'ailleurs, mais sachant qu'il y a d'autres pays qui extraient des terres rares, notamment l'Australie ou un gros fournisseur des États-Unis, justement, qui de plus en plus se focalise là-dessus. Est-ce que ces pays-là sont plus propices justement à une extraction moins polluante, donc peut-être mieux en général? Alors, la Chine peut-être traite ses eaux usées pour les besoins domestiques. Je vous ai parlé du traitement des eaux usées de terres rares, issues de l'industrie des terres rares. C'est vraiment spécifiquement pour cela que je vous parle, parce que je n'ai pas étudié la question du retraitement des eaux usées domestiques à Pékin. D'accord ? Ensuite, il y a d'autres pays qui se positionnent aujourd'hui pour être des producteurs alternatifs de terres rares par rapport à la Chine. Et vous avez effectivement 2 pays qui font beaucoup parler en ce moment, c'est les États-Unis et l'Australie. Vous avez compris qu'il y a un problème d'approvisionnement en terres rares, il y a un problème de souveraineté minérale, ça pose des problèmes de sécurité nationale. Et donc la question se pose pour ces 2 pays, Australie et États-Unis, de pouvoir s'approvisionner avec leurs propres terres rares. Il se trouve que ces 2 pays ont des terres rares et ils ont ces fameuses mines de terres rares à Mountain Pass aux États-Unis et Mount Welt en Australie. Les 2 mines se sont remises à fonctionner depuis quelques mois ou quelques années et elles produisent un petit peu. Nous avons la mine américaine de Mountain Pass qui produit quelques milliers de tonnes de minerai par an, mais elle n'a pas la raffinerie. Donc en fait, ils extraient le minerai et ils l'envoient se faire raffiner en Chine. Donc il faut qu'ils aient la raffinerie parce que sinon ils ne sont pas plus indépendants. Et côté australien, on a une production qui est un peu plus conséquente et qui en fait est soutenue à bout de bras par les Japonais. Les Japonais sont à la merci de la Chine sur ces questions-là. Ils ont déjà fait l'objet d'un embargo informel en 2010. Ils ne veulent pas manger dans la main de Pékin et donc ils soutiennent à bout de bras et à perte. Enfin, ils ont soutenu pendant très longtemps à perte et ils commencent à voir le bout du tunnel en matière de retour sur investissement. Cette entreprise de production de terres rares qui s'appelle Lynas en Australie et qui est une entreprise qui fournit entre 5 et 10% des terres rares mondiales
plutôt pour les besoins japonais, mais l'INAS et les Américains commencent à faire marché commun, et aujourd'hui il y avait justement des annonces comme quoi les Américains pourraient peut-être aller chercher les terres rares en Australie. Donc on voit d'autres producteurs alternatifs apparaître, mais avec toujours cette question centrale qui est la même que pour celle du recyclage, qui est celle du coût. C'est-à-dire que si les Chinois cassent le prix des terres rares parce qu'ils font du dumping social et environnemental, si en face, dans ces pays-là, où les réglementations sociales et environnementales sont meilleures, et donc la production du minerai est plus chère, vous n'avez pas un modèle compétitif face à la Chine, qui inonde le reste du monde de ces matières à bas prix, le marché ira toujours vers le moindre coût. Donc tout l'enjeu, ça va être de rester compétitif, alors que la concurrence est très déséquilibrée. Donc l'avenir n'est pas écrit, mais moi je crois vraiment que la situation actuelle, on en reparle dans 10-20 ans sans problème, les grands équilibres n'auront pas changé, sauf bouleversement majeur, mais le temps minier est long et les modèles économiques qui sous-tendent la mine aujourd'hui, restant capitalistiques, l'Occident ne va pas se sortir de la dépendance à la Chine, qui ne pense pas en capitaliste sur ces questions de minerais. Elle est prête à perdre de l'argent sur l'amont, mais elle sait qu'elle va en gagner sur l'aval. Et donc du coup, elle perd de l'argent sur le minerai, mais elle reste prépondérante sur sa production. Dernière question. Vous avez expliqué que la Chine... Où êtes-vous ? Ah oui, vous êtes là. Oui. Vous avez expliqué que la Chine, du coup, allait exploiter les terres rares dans des pays d'Afrique pour éviter la pollution dans son propre pays. Dans quel pays d'Afrique est-ce que la Chine va exploiter les terres rares et quelles sont les conséquences pour ces pays ? D'accord. Alors, je peux vous citer l'Afrique du Sud, dans la province un peu au nord-ouest du Cap. Il y a une entreprise chinoise qui explore, je crois qu'elle ne l'exploite pas encore, mais elle explore un gisement de terres rares. Il y a le Malawi et il y a la Tanzanie. J'ai oublié le nom de ces entreprises de Malawi en Tanzanie. Les conséquences sociales et environnementales sur place, je ne les connais pas. Je n'y suis pas allé. Je suis au fait de ces nouveaux contrats ou de ces de ces process d'exploration ou d'exploitation, mais je n'ai pas eu vent de la façon dont ça se passait sur place. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une pollution et que j'en ai parlé à un trader est-européen qui justement est impliqué dans ce contrat entre la Chine et Malawi pour l'exploitation d'une mine de terres rares là-bas, et qui m'a dit, verbatim, nos clients chinois qui achètent le produit pour ensuite l'importer en Chine nous le disent, on délocalise la pollution. Voilà. Mais après, je ne sais pas l'étendue de la pollution et je ne sais pas l'étendue des impacts que ça peut avoir là-bas. Mais si elle le fait là-bas, c'est parce qu'elle ne peut plus le faire chez elle ou pas dans les mêmes conditions. Donc je peux logiquement imaginer que ce n'est pas pour faire mieux. Il y aura toujours un pays qui sera la poubelle d'un autre pays. On a une toute dernière question au fond à droite. Bonjour. Vous avez évoqué les rivalités sino-américaines et sino-japonaises sur les terres rares, et c'était aussi le thème de votre dernier livre, La guerre des terres rares. Et quels seront, selon vous, les prochains terrains de rivalité géoéconomique cruciaux dans la domination ? Le terrain de rivalité géoéconomique sur les terres rares en particulier, sur les métaux rares, ou en général ? Oui, en général. En général, alors écoutez, je vais avoir du mal à vous répondre, mais c'est vaste en général. Mais vous avez compris qu'on est rentré dans une mondialisation 2.0, et cette mondialisation, c'est plus la mondialisation qui profite à l'Occident, c'est une mondialisation qui profite à tout le monde. Et simplement, lorsque ça profite aussi à des pays émergents qui jusque-là se faisaient plumer, bah forcément, ça peut se retourner contre les pays occidentaux eux-mêmes, qui se sentent en insécurité économique, compte tenu de la fabuleuse montée en puissance de pays comme la Chine, qui tirent le meilleur parti de cette libéralisation des échanges, et à raison. Et donc, évidemment, qu'on explique la guerre commerciale par tout le bénéfice que la Chine a pu tirer de cette mondialisation, avec le rééquilibrage en sa faveur, enfin le retournement en sa faveur des échanges commerciaux par rapport aux États-Unis. Et donc les Américains se retrouvent aujourd'hui dans une situation qui, en réalité, ils sont tous dans une situation qui est délicate, parce que engager une guerre commerciale, ça veut dire se retrouver, en fait, je reviens à la question des métaux rares,
potentiellement à la merci des Chinois sur ces approvisionnements-là. Ça veut dire que dans ce jeu très complexe d'équilibre de la terreur entre pays qui tient la tomate et toi tu tiens la banane et l'autre tient l'artichaut, pour faire simple, la Chine a une carte dans son jeu qui est de dire j'arrête d'exporter vers les États-Unis un certain nombre de minerais stratégiques comme les terres rares. Et c'est ce qu'a menacé de faire la Chine en mai dernier, lorsque Trump a demandé à Google de cesser de vendre ces technologies à la Chine, et bien quelques jours plus tard, Xi Jinping était dans une usine de terres rares et faisait passer le message que si jamais les Américains continuaient, les Chinois coupaient le robinet. Et donc ça pose un certain nombre de problématiques. Les problématiques, elles peuvent être évoluées non plus vers le minerai, mais vers les technologies. C'est-à-dire que le risque pour les Américains, c'est peut-être pas tant de manquer de minerais, mais que les Chinois cessent de vendre les aimants qui sont fabriqués à base des minerais. Et ça, c'est déjà un produit plus évolué. Et puis, qui cessent de vendre certains composants. Et c'est là qu'on peut voir des embargos non plus de matière, mais des embargos technologiques apparaître. On est très loin d'un scénario de guerre froide avec 2 blocs hermétiques. Mais si vous avez des embargos technologiques qui s'ajoutent, alors effectivement, on se rapproche d'un scénario typiquement guerre froide, vous aviez 2 blocs hermétiques. Ce n'est pas demain la veille, mais en tout cas, ça peut évoluer vers ça. Et les métaux rares sont une composante de ce vaste jeu. Merci beaucoup Guillaume Pitron. Ainsi, pour éviter de rester lost in transition, il va falloir continuer donc à réfléchir, à engager la conversation, à échanger, à lire aussi, notamment votre livre « La guerre des métaux rares ». Nous avons été ravis, avec toute l'équipe du Salon, de vous accueillir ce soir. Et moi aussi, je suis ravi de venir. Nous remercions encore le Centre Society and Organizations pour le partenariat sur cette conférence. Et merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.